Voici le résumé de la leçon qui va parler de l'activité interne ou externe du globe, mais aussi de la notion de météo et de climat. Pour commencer, on sait que la Terre est une planète active car il existe à sa surface des manifestations de l'activité soit interne, soit externe. On en voit des preuves tous les jours dans les actualités. Par exemple, dans ces articles, on peut déterminer ici une activité interne, une secousse, c'est un séisme dû à une rupture des roches en profondeur. Donc l'activité, elle s'est passée à l'intérieur de la Terre. Tout comme au niveau de ce volcan, c'est le magma qui était sous la Terre qui est remonté au niveau du dôme. Dans cet article, par contre, on nous explique qu'il y a eu beaucoup de pluie lors d'un épisode Sevenol. La pluie est due à l'activité externe de la Terre, principalement la météo par exemple. Ensuite, dans cet article-là, on reparle de l'activité interne avec du magma cette fois-ci qui remonte le cône. C'est au niveau de l'éruption volcanique d'un volcan effusif, on en reparlera tout à l'heure. Et ici, des incendies dus à des gros orages et des éclairs au niveau de la Californie, c'est une activité externe. Le phénomène vient de l'extérieur et non pas de sous nos pieds, l'intérieur de la Terre. C'est comme ça qu'on différencie l'activité interne de l'activité externe. Les conséquences principales, notamment par exemple, on va commencer par les séismes ou les tremblements de terre, c'est la synonyme. Le séisme est un événement qui est bref, qui provoque donc des secousses à la surface de la Terre et qui engendre évidemment de gros dégâts au niveau des constructions humaines. Mais aussi, les ondes peuvent se propager au niveau de la mer et donc faire des ondes plutôt marines et faire déplacer l'eau. C'est ce qu'on appelle le tsunami par exemple. Ces ondes, elles ont pour origine, on disait tout à l'heure, la rupture des roches, donc des roches qui se cassent en profondeur sous la Terre. Et petit à petit, ces ondes vont se disperser, se propager jusqu'à la surface. Donc deux points importants vont être le foyer qui est l'endroit de la rupture des roches et l'épicentre qui est le point en surface où les dégâts vont être le plus importants. Et justement, on va mesurer les dégâts grâce à deux grands types d'échelles. On va parler de magnitude quand on parle de la quantité d'énergie qui est dégagée par ce séisme, la quantité d'énergie due à la rupture de l'onde. L'échelle de Richter est donc ici à droite de 1, alors là c'est jusqu'à 8,5 parce que le maximum connu aujourd'hui c'est 8,5, 8,7, mais elle n'est pas terminée cette échelle. Si demain il y a un séisme de 9, 10, on rallongera. Et on peut mesurer également les dégâts sur l'échelle de Mercalli, et là c'est en chiffre romain, de 1 jusqu'à 12. On peut aussi regarder les conséquences des volcanismes de type effusif ou explosif. Pour le volcanisme de type effusif, on va parler de volcan rouge, en effet, parce qu'il y a des coulées de lave fluide, donc de couleur rouge, sur les pentes du cône. L'édifice, attention, s'appelle un cône, mais aussi il peut y avoir des projections de cette lave. Les coulées sont très importantes, il y a peu d'explosions et parfois l'éruption dure assez longtemps. Un exemple connu, le piton de la Fournaise par exemple. Ensuite, deuxième type de volcan, le volcan explosif, donc comme son nom l'indique, il explose en projetant des roches, des bombes volcaniques et cette nuée ardente qui peut aussi dévaler les pentes du volcan, qui est un ensemble de cendres chaudes avec de fortes fumées. Les pentes du volcan sont appelées dômes. La lave elle est très visqueuse et l'explosion est très violente. C'est le cas par exemple de la montagne Pelée. Donc voilà deux types de volcans à bien opposer. Maintenant, si on passe à l'activité externe de la Terre, on peut opposer la notion de climat et la notion de météo. La météo ici sur la gauche, c'est le temps qu'il fait. On a l'habitude de la regarder à la télé ou de l'écouter à la radio par exemple. Le temps qu'il va faire sur un laps de temps court, la semaine par exemple. Mais aussi sur une zone géographique restreinte. Alors que le climat, lui, va s'intéresser à une longue période temporelle, donc 60, 80, 100 ans, ou des milliers ou des millions d'années à l'échelle géologique. Et au niveau géographique, il faut vraiment s'intéresser à l'échelle de la planète. On ne peut pas dire que le climat se réchauffe s'il fait juste plus chaud à Bagnoles par exemple. Il faut vraiment qu'il fasse plus chaud à Bagnoles, partout dans le monde, en Antarctique, en Arctique, sur tous les continents. Et c'est comme ça qu'on peut donner une notion de réchauffement climatique. Cette température qui s'élève, elle va provoquer des circulations de vent, donc de masse d'air. Pour comprendre ça, il faut faire des petites expériences comme on a fait en classe. Donc quand l'air est chaud, il va s'élever, il va monter.
Et donc, comme l'air qui était à la surface du sol monte, il y a moins de pression. Donc, au niveau du sol, il y a une diminution de la pression. Une diminution de la pression s'appelle une dépression. A l'inverse, quand l'air est froid, il va s'accumuler, il va descendre au niveau du sol. Donc, la pression va augmenter et au niveau du sol, on appelle ça un anticyclone. Et pour le vent à la surface du sol, il faut bien connaître le sens de circulation. Il circule de la haute pression vers la basse pression. Maintenant, pour tous ces risques à la fois sismiques ou volcaniques, il y a un aléa, un enjeu, et c'est comme ça qu'on peut déterminer si le risque est fort ou faible. Alors pour comprendre sur ce schéma, l'aléa, c'est la possibilité ou la probabilité que le phénomène se produise, donc que le séisme ait lieu ou que le volcan rentre en éruption. Il faut multiplier cela à l'enjeu, l'enjeu étant l'ensemble de toutes les personnes qui peuvent éventuellement être vulnérables, ou les constructions humaines. L'ensemble des deux donne le risque. Exemple ici, l'aléa sismique est important parce qu'il y a un foyer, donc une rupture des roches ici. Des villages à proximité, l'enjeu est donc fort, le risque est donc fort. Pour limiter l'aléa, on ne peut pas empêcher un séisme ou un volcan de rentrer en éruption ou de se produire, donc il faut faire de la prévision pour ensuite dire aux personnes, attention, dans tant de temps, l'éruption volcanique aura lieu, donc il faut déplacer les populations par exemple. Pour diminuer l'enjeu, on peut protéger les villages, notamment pour les séismes, avec des constructions parasismiques, pour les inondations en faisant des digues, etc. Et pour limiter le risque, quand tout est fort, on fait de la prévention, c'est-à-dire qu'on fait des exercices, comme on fait en classe pour les alertes incendie. On fait des exercices s'il y a un risque sismique, par exemple, dans notre pays. On informe les populations avec des affiches ou, justement, comme on fait aujourd'hui, à l'école. Donc quelques exemples. Ici, on est à la Guadeloupe, il y a le volcan La Soufrière qui est ici. Plus le point de la ville est gros, plus la population est importante. Il n'y a aucun aléa sismique qui va être noté sur cette partie de la Guadeloupe. Donc si je veux m'intéresser à l'aléa volcanique au niveau de Saint-Claude, il est fort parce qu'il est à proximité du volcan. L'enjeu est fort, le point est gros. Donc, comme je sais que le risque c'est l'enjeu fois l'aléa, je peux conclure que le risque volcanique à Saint-Claude est fort. Maintenant, si je choisis cette ville ici, Gourbert, l'aléa volcanique est toujours fort parce que le volcan est bien à proximité. Par contre, l'enjeu est faible. Donc, comme je sais que le risque, c'est l'enjeu fois l'aléa, je peux en conclure que le risque volcanique est moyen. Maintenant, si je m'intéresse à l'aléa sismique, on m'a dit sur le côté ici, je vous ai précisé qu'il n'y avait pas d'aléa noté, donc l'aléa sismique est nul. Donc, si l'aléa sismique est nul, l'enjeu, lui, à Saint-Claude est fort. Comme le risque, c'est la combinaison d'un enjeu et d'un aléa, un enjeu nul, donc 0 fois quelque chose de fort, ça fait 0. Donc le risque sismique est nul. Voilà quelques petits exemples pour pouvoir calculer le risque. Je vous mets ensuite la carte mentale qui va reprendre les différents points que l'on a vus dans la leçon et je vous souhaite une bonne révision.